Merci Nicolas pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette première pour moi. Une session intitulée Vers une facilitation graphique inclusive, conseils pratiques pour célébrer la diversité. Autant vous dire que le menu de ce soir, pour une tranche 19-20 heures, c'est peut-être pas l'apéritif auquel vous attendiez, ou si vous êtes là, c'est justement parce que c'est celui-là que vous vouliez. Et, euh, et avant de démarrer cette session, je voudrais commencer par un immense merci à deux personnes. La première, elle est là, elle est présente, c'est Capik. Capik qui sans elle, eh bien, j'en serais pas sur cette conférence. En fait, cette conférence n'existerait pas sans elle. Pour une raison toute simple, c'est que Capik, elle travaille avec nous sur Super Tilt depuis quelques mois. Voilà, on fait de l'agilité, on fait de l'intelligence collective, on fait de la facilitation graphique, et puis on a beaucoup discuté avec Capik, et donc ça a été fondateur pour le sujet qui vient. Et puis la deuxième personne, sans qui cette conférence n'existerait, mais alors, vraiment pas du tout, aussi. C'est à la fois ma collaboratrice, ma conjointe, ma muse, Emmanuel, que vous ne verrez pas ce soir, mais qui a été d'une aide particulière dans la préparation de cette session, qui s'est terminée hier soir à minuit. Voilà, comme ça vous savez tout. Je profite aussi de l'occasion de parler de Capik, parce que Capik, vous pourrez la retrouver, si vous voulez, le 11 avril prochain, pour parler de l'usage avancé des brushes. Parce que Capik a plein de talents, dont celui d'être maquilleuse professionnelle, et on s'est dit que ce serait super cool d'utiliser ce matériel, d'apprendre à s'en servir. Voilà. Alors, après les merci, j'ai commencé à être un petit peu plus sérieux, et cette fois-ci, ce qu'on appelle un disclaimer. Le disclaimer, c'est le petit mot qu'on lit au début d'un film, et là en l'occurrence au début d'une conférence. Parce que autant voilà, je pratique la facilitation graphique depuis plus de 10 ans maintenant. Autant sur les questions qu'on va aborder ce soir, je ne me présente pas à vous en tant qu'expert. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas militant, je ne suis pas rattaché à un mouvement particulier, je n'appartiens pas à une association, je suis simplement conscient du monde qui est là, je porte des valeurs et surtout le plus important, je respecte tous les points de vue. Si je pose ça au démarrage, c'est parce que ça peut avoir son importance pour la suite. Donc si jamais au cours de cette session, il y a des éléments qui vous font réagir, bah, je vous invite à réagir directement dans le chat parce qu'on est dans un espace de dialogue. Et moi, ça me va bien. Parce que moi, à la base, la pratique la plus visible, c'est celle-là, ce qu'on appelle du scribing. Et donc, voilà, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc là, je vous présente. Ça, c'est la dernière planche. Voilà, c'était la semaine dernière. Pour un sujet passionnant pour le département de la Drôme. Schéma directeur des sports nature. J'ai kiffé pendant 3 heures à scriber, c'est-à-dire à faire une transcription visuelle. Et donc, quand je fais une transcription visuelle comme ça, je fais attention à beaucoup de choses. Je fais attention à la qualité, comment j'écris, je fais attention à la qualité, à l'exhaustivité de l'information, je fais attention aux idées que je capture, je fais attention au cadre, je fais attention aux couleurs, l'agencement, je fais attention à l'histoire que tout ça doit raconter, je fais attention à la gestalt visuelle. Bref, je me pose plein de questions, et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de rendre ces planches plus inclusive, j'aimerais ajouter plus de diversité, et donc ces questions, c'est un peu ça, c'est comment faire. C'est un peu à ça que, en tout cas, c'est la question qui m'anime, et qui m'anime encore plus depuis le début de l'année. Alors, à vrai dire, cette question, elle n'est pas, elle est pas vraiment nouvelle. Euh, les premiers signaux, vraiment les tout premiers, ils sont arrivés il y a bien longtemps, quand j'ai donné ma toute première formation. Quand j'allais en formation avant,
j'ai ramené ce bouquin. C'est un bouquin que j'adore beaucoup, qui s'appelle voilà, Apprenons à dessiner les personnages, car comme beaucoup de monde, quand on démarre, eh bien, on a envie d'envoyer du bois avec les personnages. Je pense que ça fait partie des grâles qu'on cherche à atteindre. Voilà. Et je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Je trouvais les personnages trop mignons, trop choux. Voilà, Sachiko Umoto, petit personnage, donc je l'ai ramené en formation. J'étais content parce que j'avais de bonnes références. C'est facile, et c'est facile à faire. Et puis, vous voyez, le petit personnage, là, voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais en tout cas, c'est... Et puis, page 14, hein, c'est-à-dire deuxième planche, on a la représentation des filles. Je vais m'arrêter là parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs réactions de femmes dans les... Parce que c'est vrai que la population est plutôt féminine dans les formations. Et du coup, bah, moi j'aimais ça, et j'ai eu plusieurs réactions, voilà, notamment sur la représentation du corps des femmes, et notamment le fait qu'elles portent des robes. Et ça a trouvé une espèce de point d'orgue lorsque je me suis retrouvé en session de formation avec deux femmes qui se présentaient comme féministes, et quand on a fait un perso challenge, donc si vous connaissez pas le perso challenge, c'est l'équivalent du Picto challenge, mais version personnage, eh bien, donc elles étaient contre cette représentation physique de la femme avec une robe. Eh bien, la première représentation qui leur est venue, c'est celle-là. C'est qu'elles étaient auto-énervées contre elles-mêmes. Alors moi, au début, je trouvais ça assez drôle, mais elles, pas du tout. Bon, ça, c'était il y a longtemps, mais à cette époque-là, c'était pas forcément un gros sujet. Mais voilà, j'étais assez surpris, en fait, de cette réaction. Première réaction, premiers signaux, mais je dirais, première crispation. Parce que moi, je l'ai pas forcément très bien vécu ce moment-là, parce que j'étais face à deux personnes qui, clairement, qui ont eu leurs valeurs heurtées, et heurtées aussi par elles-mêmes, et aussi contre les schémas qu'elles représentaient. Alors, bah, j'ai commencé à intégrer ça, et puis je l'ai retrouvé, cette fois-ci non plus en formation, mais ce sujet, je l'ai retrouvé cette fois-ci en prestation. Alors, c'était pour la préfecture du Rhône, on fait le cadrage avec le client, et puis il y a un ensemble de mots-clés à illustrer. Et donc on choisit, je suis accompagné par une femme illustratrice à ce moment-là, et donc on choisit, et on se dit, bah voilà, on va être malin, on va faire un équilibre 50-50 sur les personnages, 50% masculin, 50% féminin. Et là, patatras, il s'avère que le personnage féminin est représenté en maillot de bain, le client se crispe, et pourquoi on a choisi de représenter une femme en maillot de bain et pas un homme, et pourquoi on voit la poitrine. Là, on s'est regardé avec ma consoeur, et j'avoue, hein, on n'était pas du tout prêts à cette réaction. Du coup, on a choisi la stratégie qu'on va retrouver beaucoup, c'est-à-dire on a anonymisé, on a neutralisé le personnage. On est parti sur des personnages en feuille de papier. Et c'est passé. Voilà. Autre séquence, alors, moi toutes ces expériences, elles m'alimentent, je me dis, bah tiens, ouais, effectivement, ok, très bien, il se passe un truc. Et autre moment qui fait partie aussi des moments fondateurs, c'est lorsque cette fois-ci sur la formation en ligne à facilitation graphique, je discute avec une personne qui travaille avec des populations handicapées. Et qui me partage avec une vigueur à laquelle je ne m'attendais pas, à quel point la mauvaise représentation des handicaps par les mauvaises personnes va être vécue de manière extrêmement violente, avec des réactions qui peuvent elles aussi être violentes. Et ça, donc l'exemple classique, c'est dire voilà, bah, handicap, c'est une chaise roulante, et donc quand on n'a pas de handicap moteur, et ben, être représenté avec un handicap moteur, ça crispe les gens. Moi, je peux comprendre, hein, parce qu'ils ont déjà le handicap. Si en plus il faut gérer la mauvaise image, voilà, tout ça est un gros problème. Donc voilà, on continue. Donc, ok, très bien. Moi, ça me permet de grandir sur ces aspects-là. Et puis, je pense que celle qui m'a le plus désarçonné, dans le sens où, là, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Cette fois-ci, en prestation de scribing, une personne qui vient me voir à la fin. Donc, scribing, je travaille comme sur un tableau. Hein, voilà. C'est-à-dire que derrière moi, j'ai ceci. Hein,
j'ai l'équivalent de ça. Et la personne vient me voir et me pose la question. Enfin, me pose la question. Je sais pas si c'est une question, une interpellation, une micro-agression. Me dit pourquoi est-ce que tous vos personnages sont blancs? Je vois qu'il y en a que ça fait sourire. Moi, j'avoue que ça m'avait fait rire au début, mais en fait, dans la seconde qui a suivi, ça m'a moins fait rire parce que j'ai compris que c'était une vraie question et que je me sentais assez penaud puisque la seule vraie réponse que j'avais à lui donner, c'est que, bah, écoutez, si mes personnages sont blancs, c'est parce que mon papier est blanc. J'ai bien senti, en lui répondant comme ça, que la réponse n'était pas satisfaisante. Alors, évidemment, toute la rencontre ne se passe pas comme ça, heureusement, parce que sinon, sinon ça serait... Enfin, sinon, je suis pas préparé, en fait, à vivre ça, hein, parce que moi, à la base, je veux juste faire comme tout le monde, c'est-à-dire m'éclater avec des pictogrammes, et en fait, je m'aperçois que je mets le doigt dans un truc où je commence à me retrouver responsable de quelque chose qui me dépasse, et surtout de choses que je ne vois pas. Et je ne les vois que parce que on me met le nez dessus. Et donc, à force d'intégrer ça dans mes formations, et à force de le voir, et d'en parler, et d'affiner le discours, eh bien, la dernière fois, chez Open Classroom, on m'a dit merci. On m'a dit merci d'avoir ouvert le sujet. Elle m'a dit, c'est très troublant, parce que c'est bien la première fois que j'en entends parler en formation. Cette femme était, alors je sais pas quelle était son origine, mais en tout cas elle n'était pas d'origine française, elle était, je pense, d'origine slave, enfin, pays, et elle avait vécu aux États-Unis. Et elle me dit, ça porte un nom. Et aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils sont sur ce sujet. Ça s'appelle DEI. Ah, je fais, alors évidemment, avec mon oreille anglophone, j'ai absolument pas compris ce qu'elle m'a raconté. Elle m'avait dit DEI, j'aurais compris, mais DEI, j'étais pas prêt non plus. Mais ça n'a aucun rapport avec le sujet de la conversation. Alors, DEI, ça veut dire quoi? C'est le... Hop, en français, on va le traduire de la même manière. Diversité, équité et inclusion. En anglais, diversity, equity, inclusion. Et là, je me dis, c'est génial, parce qu'en fait, je me pose plein de questions, et en fait, il y a déjà un cadre qui existe. Et ça, c'est plutôt cool. Et je vous encourage à aller enfin, si vous ne connaissez pas ce cadre-là, ça fait longtemps que ça existe aux États-Unis. Chez nous, ça arrive. Bah, c'est déjà là, en fait. Alors, il y a un label entreprise qui s'appelle le label diversité en France. C'est pour des entreprises qui travaillent sur la diversité. Il n'est pas forcément peu connu. Il existe que depuis 2008. Alors, c'est pas énorme, mais bon, on peut dire au moins ça existe. Maintenant, ça gagnerait à être un petit peu plus connu. Donc là, super, trop bien. Alors, par contre, quand tu vas lire DEI, tu commences à creuser et tu te dis, ok, que signifient ces mots finalement? Alors, l'inclusion, déjà, on parle d'espace. Donc, c'est vrai que là, je vais essayer de centrer, j'ai essayé d'adapter le DEI, le DEI, à notre propos. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est la partie facilitation graphique. L'inclusion va se définir par le système, les organisations qui vont développer un rapport positif à la diversité, quelle que soit leur forme. Donc avoir en gros un système, des systèmes sociaux, qui vont s'organiser pour s'adapter à la diversité. Vous allez souvent retrouver ce symbole qui va être utilisé pour représenter l'inclusion. Donc cette histoire donc on a la diversité qui est représentée au centre. Donc la diversité, c'est en gros avoir plusieurs formes. Et ça, évidemment, c'est ce que je vais développer juste après. Là où l'inclusion, c'est l'adaptation du système à la diversité. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose que l'intégration. En France, l'inclusion pourra trouver d'autres définitions. L'équité, elle, va se définir autour d'une démarche pour corriger les désavantages entre les groupes. Donc souvent, ce qu'on va retrouver, c'est le fait de mettre à disposition des éléments de manière équitable. Équitable, c'est pas tout à fait la même chose que l'égalité. Et donc souvent, vous allez retrouver des personnages qui vont pas avoir, voilà, sur lesquels il va y avoir cette barrière. Et donc l'équité, c'est mettre à disposition le même
la même observation à l'ensemble de ces personnages, et donc vous allez retrouver une grande boîte pour un petit personnage, et une petite boîte pour un personnage moyen, et puis pas de boîte. Voilà. L'égalité, ce serait fournir la même boîte à tout le monde. Ce serait ça. Bien comprendre ce qu'est la notion d'équité. Et en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est que de toute façon, tu peux parler d'inclusion. C'est moi, à la base, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire des planches inclusives. Mais en fait, j'ai très vite compris en lisant ça que on ne peut pas faire des planches inclusives, on ne peut pas parler d'inclusion si on n'intègre pas de toute façon la question de la diversité. Et sur l'équité, c'est pareil. C'est-à-dire l'équité n'a de sens qu'à partir du moment où il y a diversité. Ça veut dire qu'au cœur du réacteur, il y a la diversité. On va donc essayer, je vais tenter, de ne pas glisser sur la planche, sur la savonnette de ce sujet, pour essayer d'explorer les 8 diversités. Il y en aurait plusieurs, mais j'ai choisi d'en retenir 8. Alors j'ai pas sélectionné 8, donc il y a plusieurs catégorisations qui existent. Je vais parler de la diversité de genre, des diversités ethniques, des orientations sexuelles, des diversités physiques, de conditions sociales, d'âge, de religion, et de handicap et neuroatypie. J'annonce 8, parce que si vous êtes en train de sketchnoter cette partie-là, t'as sans doute besoin de savoir de combien de parties on va parler après, sinon ça va être compliqué. Et puis c'est quand même insupportable quand les gens ils annoncent pas le plan derrière, hein, quand on a tous fait au moins une fois, c'est quand même vachement plus pratique. Alors, le premier, on va parler du genre. Le premier, c'est plutôt facile, parce que moi, quand je regarde mes personnages, moi, je pensais avoir réglé la question, hein, pour être honnête. Moi, mes personnages, j'ai mis presque, je sais pas, entre 7 et 8 ans pour trouver mon identité de personnage. Tout ça pour arriver à un personnage assez moyen, qui n'a pas d'yeux, pas de bouche, mais juste un nez pour indiquer la direction. Et j'en étais plutôt content. En me disant, pareil, j'ai neutralisé mes personnages. Et ça me va plutôt bien parce que quand je dois aller vite, notamment en scribing, bah ça s'exécute plutôt pas mal. J'en suis plutôt très content. Oui, mais voilà. Ce que je découvre, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça existe. Eh bien, le neutre égale le masculin. Alors moi, ça m'arrange pas, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pensé avoir résolu cette question du personnage. Je m'aperçois donc que non. Et donc il va falloir... La deuxième, c'est que finalement, je fais apparaître le neutre et donc le masculin sans le vouloir. Et ça m'arrange pas non plus, parce que c'est pas mon intention. Et donc, ça veut dire que je manipule des objets visuels qui peuvent véhiculer un résultat très différent de mon intention, et ça, bah, ça j'aime pas. Parce que j'aime bien, quand je travaille mon intention, j'aime bien que les gens la voient et la comprennent. On va donc, bah, toute logique, bah, si ce type de personnage, c'est un personnage masculin, bon, bah, il va falloir travailler ces personnages féminins. Super. Là, quand on creuse ce référentiel, alors sans doute prismé à travers, vu que vous l'aurez constaté, je suis un homme, la question de comment reconnaît-on une femme paraît peut-être évidente chez certains ou certaines. En fait, elle l'est plus depuis que j'ai regardé et que j'ai assisté à la conférence d'une femme brillante qui s'appelle Isabelle Collet. Je vous recommande... donc il parle de la... Les personnages plus neutres sont pourtant. Donc il parle de... donc Isabelle Collet, c'est une chercheuse, et qui nous explique comment... qui parle notamment de la diversité des publics féminins, notamment dans la tech, et qui, au cours de ces conférences, mène une expérience que j'ai trouvée absolument délicieuse, puisqu'on est environ 500 personnes à l'écouter. On regarde, elle nous invite en ouverture, elle nous dit voilà, regardez la personne qui est à côté de vous, bon, on se regarde, et posez-vous la question, d'après vous, est-ce un homme, est-ce une femme? Alors là, évidemment, tout le monde rigole, parce que bah, ça paraît évident. Très bien. Maintenant, comment savez-vous que c'est un homme ou une femme? Et là, la conférence commence, et autant vous dire que c'est pas facile.
il est plus probable qu'une femme ait les cheveux longs, enfin, que si une personne en face de nous a les cheveux longs, vraisemblablement, il y a une grande probabilité pour que ce soit une femme. Néanmoins, il existe des hommes qui ont les cheveux longs. Ça ne peut donc pas être un facteur discriminant. Il est fort probable que les caractéristiques physiques, telles que la poitrine, font que la personne que j'ai en face de moi soit une femme. Néanmoins, il y a aussi des hommes qui ont de la poitrine, même si c'est plus rare, ça existe quand même. Donc, si vous n'avez pas l'occasion d'écouter son intervention, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la reconnaissance d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, ne sera pas seulement sur ses caractéristiques physiques, puisqu'il n'y en aura pas, mais plutôt par l'expression de signaux sociaux. Par exemple, chez les femmes, on pourra retrouver du maquillage, même s'il existe des femmes qui n'ont pas de maquillage, et même s'il existe des hommes qui se maquillent, et même s'ils sont plus rares. Dit autrement, la reconnaissance du genre ne se fera pas que par l'enveloppe corporelle, mais aussi par l'expression des signaux sociaux qui vont l'environner, les tenues, les cheveux, et donc c'est l'association de tout ça qui va faire que nous allons reconnaître ce personnage ou non. Alors moi ça me soulage, parce que ça me permet d'arriver enfin à une réponse, mais en fait non, parce que ce n'est pas encore suffisant, parce que quand on creuse la question du genre, on se rend compte que tout le monde ne se reconnaît pas dans cette désignation homme ou femme. Donc, comment est-ce que je fais pour représenter les autres genres, par exemple agenre, ou encore transgenre, ou encore les non-binaires. L'idée n'est pas d'exposer ce que ça signifie derrière, mais plutôt d'interroger sur comment est-ce qu'on va aller chercher ces représentations-là. Alors, on a proposé, grâce à Capic, une bibliothèque de pictogrammes qui répond à ça. Vous pouvez les trouver sur picto-dico.fr. Et ça ne va pas passer par les enveloppes corporelles. On va plutôt basculer sur les symboles connus, les symboles du masculin, les symboles du féminin, et donc par continuité, et ça où je trouve ça assez malin, eh bien on va retrouver une proposition de symboles qui peuvent vous aider si vous êtes sur ce genre sur ce type de thématique et sur ce type de besoin. Représenter les agenres, représenter les non-binaires, ou encore représenter les transgenres. On va retrouver un mélange de tout. Et je trouve que ce sont des propositions aujourd'hui avec sont des sujets auxquels finalement on est un petit peu sur des angles morts qui ne sont pas véritablement documentés. Et encore une fois, on se retrouve dans des espaces sur lesquels on doit agir, on doit apporter des réponses. Les réponses oratoires existent, les réponses verbales, mais les réponses visuelles, elles, sont en cours d'élaboration et en cours de construction. Mais rassurez-vous, hein, il y a d'autres des sujets. Le genre, on va dire, c'est qu'une partie. Intéressons-nous maintenant à celui qui est peut-être un des plus évidents, en tout cas qui saute aux yeux assez rapidement, c'est les représentations ethniques. Alors j'utilise à dessein le terme ethnie, puisque moi depuis ma petite enfance, on m'a toujours appris que les races, ça n'existe pas. En tout cas, en France, puisque le terme race pourra être utilisé dans d'autres cultures, notamment les cultures nord-américaines. Donc faut être prudent avec ce genre de... voilà, il y a forcément des spécificités françaises, mais enfin, en gros, ce qu'on veut, c'est représenter la couleur de la peau. Alors, ce qui est génial, c'est que lorsque on achète une... non, pardon. Donc, représenter la couleur de la peau, moi j'ai été confronté en vrai, j'ai eu la chance de mener un projet avec le Secours catholique français, pour travailler sur la vulgarisation des pratiques agroécologiques dans la région du Sahel. Donc j'ai travaillé avec des représentants burkinabés, nigérians, maliens, togolais, sénégalais. Et ce qui est apparu très très vite, et ça a été une consigne assez expresse de ma cliente, c'est de dire attention, est-ce que tu as déjà travaillé avec ces populations-là? La réponse était non, parce que c'est la première fois. Et elle était vraiment bienveillante, elle m'a dit ok, bah, je vais t'expliquer, attention aux teintes de peau. Parce que la teinte de peau, lorsque tu es au Sénégal, c'est pas la même que quand tu es au Niger. Donc dans les yeux d'un blanc,
Et bien quand tu le sais pas, et bien effectivement c'est nouveau. Et je suis rassuré de voir que quand je vois certaines têtes, et bien d'autres ne le savaient pas non plus. Ça ne s'invente pas, et donc ben, la question c'est comment on fait pour représenter les bonnes couleurs de peau. Avant de répondre à cette question pour vous montrer comment j'ai fait en numérique, on peut déjà regarder ce qu'on fait tout simplement à partir d'une boîte de feutres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à notre disposition si j'achète du matériel de base. Alors, on va jouer à qui est-ce, hein, si vous voulez bien, c'est qu'on va éliminer les options qui ne marchent pas. Donc, on va pas utiliser le noir, parce que la teinte noire n'existe pas. Noir, noir comme ça. Si on a la chance d'avoir un marron, on peut se dire ok, ça peut être un bon choix, sauf qu'en fait, la couleur de la peau ne se résume pas qu'à un marron foncé, la plupart du temps. On évitera évidemment le jaune. Voilà, on n'est plus dans les années 80, donc ça va être... on va éviter de tomber dans ce piège de la caricature. On évitera le rose, qui va sans doute être trop connoté blanc de peau. Il nous reste donc la palette des couleurs improbables, celle qu'on ne retrouvera pas. Et elle est pas mal. Je veux dire, si t'as que ça à ta disposition, tu fais des personnages bleus, des personnages verts, des personnages oranges, tu seras sans doute pas embêté, c'est pas grave, vraiment. Tu peux t'en sortir. Maintenant, il serait illusoire de croire que parce que je neutralise la couleur de peau, j'ai résolu le problème. C'est un peu comme si j'avais neutralisé mes personnages. Je n'ai pas résolu le problème par ça. Alors effectivement, on va aller regarder chez des marques particulières. Moi, si je regarde un peu dans ma palette, je vais pouvoir trouver des combinaisons, voilà, où là j'ai un mélange entre du Tombow, du Lyra, voilà, du Tombow et du Lyra. Ok, ça marche. Pourquoi pas? Et ça veut dire qu'il faut penser à aller s'équiper. Et surtout comprendre qu'à partir de maintenant, ben, ces teintes de couleurs-là vont servir pour les couleurs de peau. Vous pouvez... Il y a des marques hein, qui travaillent mieux encore sur ça. Je pense notamment à Copic, qui est une marque qui a un dégradé. Copic qui a aussi... qui est utilisé, qui est intégré dans l'application sur tablette de Concept App. On pourra aussi aller regarder ce que fait Noland. C'est pas évident, hein. Alors il y a un super article, hein, il y a un seul article hein, qui parle des couleurs de peau. Vous pouvez chercher le kit désert, voilà. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais encore une fois, c'est pas non plus foufou, hein. Bon, il y a déjà 5 teintes. C'est mieux que 0. Voilà. Peut-être qu'en le combinant d'ailleurs avec celui-ci, ça peut nous offrir une palette intéressante. Et vous avez le lien que Nicolas remet dans le chat. Donc là, c'est la collection Deep Desert. Et là, c'est la collection Friends. Je trouve que Deep Desert et Friends, c'est plutôt pas mal. Mais on n'est pas forcément très équipé. Sur le... Après, on a beaucoup plus de place si on veut, si on arrive et si on est équipé pour le travailler sur tablette. Donc donc pour faire par exemple les couleurs que je vous ai montré tout à l'heure, bah là je me suis inspiré de photos que j'ai trouvées sur Google Images. J'ai cherché des personnes qui travaillent dans les champs, dans les pays, voilà, et ça marche plutôt bien. Après, il y a vous avez une autre possibilité, c'est que vous allez chercher ce qu'on appelle des skin tones. Et là, vous allez en trouver plein sur Internet. Vous allez dans Google Images. Là, j'ai tapé couleur de peau. Et ça va vous permettre de réimporter les nuanciers. Parce que sur toutes les applications sur tablette, il y a forcément la possibilité d'importer une image. Et vous avez forcément une pipette. Et cette pipette, elle nous permet d'aller choisir les bonnes couleurs de peau. Donc, plutôt que de passer du temps à imaginer ce que vont être les bonnes couleurs de peau, et bien d'aller chercher ces palettes-là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, si vous en cherchez une de référence, il y a Pantone qui a sorti un outil
de certification de l'affichage des couleurs de peau sur les supports digitaux. Et donc c'est un outil qui est sorti il y a 2 ans maintenant, et qui est plutôt intéressant. Bon, c'est un nuancier qui est extrêmement large, qui s'adresse aussi aux médias qui sont dans le... Enfin, aux personnalités qui font du média, qui font de la diffusion, de la pub. Donc ça... Voilà. Est-ce que ça nous concerne? En tout cas, ça peut nous inspirer pour aller chercher des couleurs. Donc si j'avais de résumer un peu cette séquence sur la partie ethnique, il y a vraiment la version basique. Je pense que la version basique, faut pas l'éliminer. Elle existe. Quand on n'en fait pas, eh ben, je pense que c'est un premier pas. Et puis la version plus avancée, eh bien, ce sera d'aller chercher un nuancier. Peut-être de commencer avec un petit nuancier au début. Un nuancier analogique ou un nuancier numérique, et puis de commencer à intégrer de la couleur. Alors oui, il y en a qui vont dire hey, mais alors du coup ça fait baver les feutres. Eh bah oui, il va falloir travailler sur des contraintes techniques. Voilà. Et dans les ressources que je vous partagerai à la fin, je vous partagerai également, parce que pour constituer cette conférence, on a fait pas mal de recherches. Et ce qu'on a trouvé, en fait, c'est qu'il y a déjà des boîtes qui travaillent là-dessus, notamment une à laquelle on ne s'attendait pas, c'est Airbnb. Airbnb a fait un énorme travail de représentation et de recherche de l'inclusion des populations dans ces communications sur tous ces supports. Donc, je vous partagerai un article fabuleux, parce qu'il y a une personne qui est en charge, une femme qui est en charge de ça chez Airbnb, et qui documente tout le processus, toutes les étapes par lesquelles elles sont passées, et les étapes auxquelles ils se trouvent encore, puisqu'ils n'ont pas encore adressé l'intégralité des questions. Personnellement, moi ça me détend, parce que le sujet est tellement vaste, que de savoir que des gens travaillent dessus depuis longtemps et qui n'ont pas encore toutes les réponses, ça me rassure sur le fait qu'on n'a pas encore cette obligation de perfection, et qu'on peut aussi se tromper et faire nos propres expériences. Ça va toujours là? C'est bon? Oui. Oui, ok. C'est vrai que vous êtes tous bien sages avec les micros éteints. Sache que si tu veux que je vois ta tête, tu peux allumer ta webcam. Voilà. Et que si tu veux pas que je vois ta tête, sache que toujours, de tout temps jusqu'à la fin de la vie, un animateur qui ne voit pas la tête des gens, c'est un animateur qui est un peu triste au fond de son cœur. Donc si je te vois pas, je suis quand même à moitié triste puisque je vois que la moitié des gens. Voilà. Ça c'est pour toi, je te fais un bisou. Pour le reste, tu fais comme tu veux, puisqu'après tout, on est un peu libre. Merde. Voilà. Ah, j'avais besoin de la faire celle-là parce que, je sais pas vous, mais pas des sujets simples. Hein. Ouais, on va continuer sur les sujets pas simples. Allez, on va parler handicap. Allez, bim. Bon, à 19h30, on est bien hein, pour parler handicap. Et puis, alors c'est pas une volonté, c'est pas une association, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai choisi d'associer handicap et neuroatypie, et non, je sais très bien que c'est pas la même chose. Alors c'est pas la peine de me le dire dans le chat, d'accord? Je sais que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es neuroatypique que tu es handicapé. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? Et pourquoi je les associe? Parce que on adresse là, cette fois-ci, le champ du visible. Et je vous en parlais tout à l'heure. Franchement, les handicaps visibles, c'est plutôt cool. Ah, pardon. Ma femme m'a dit aussi, fais attention, des fois tu as des tournures de phrases à la con qui peuvent être mal interprétées. Voilà. Celle-ci est peut-être pas appropriée. Voilà. Évidemment, c'est pas cool d'avoir un handicap. C'est pas le sujet. La bonne phrase, ce serait de dire, si j'ai de représenter des handicaps, je vais évidemment m'intéresser à la partie qui est visible. Et là, peut-être que sur certains handicaps, eh bien, j'ai effectivement une représentation visible à laquelle je vais pouvoir me raccrocher. Par exemple, la chaise roulante. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Certains, voilà, pour des personnes, voilà, pour les personnes aveugles, eh bien, on va pouvoir travailler sur les fameux signaux sociaux, les objets. Et donc, bah, on va avoir une canne qui a une forme bien particulière d'ailleurs, avec ce petit rond au bout pour bien détecter les mouvements.
Ou on pourrait, voilà, tiens, j'avais pas prévu ça, on pourrait travailler sur un chien, hein, puisque les aveugles ne sont... Ou un chien, ou un cochon, on sait pas trop ce que c'est. Je l'ai pas préparé, celui-là. Voilà. Je viens juste d'y penser, parce qu'on a aussi les chiens accompagnants. Euh, pour des personnes sourdes, et qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'ils le sont quoi? Et qu'ils le sont appareillés, tu peux travailler sur la visualisation de... c'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose de physique, de tangible dans le handicap? Si la réponse est oui, bon ça va pas être trop compliqué et on va plutôt s'attacher à ça. Là où ça pose évidemment plein de questions, c'est sur tout ce qui est invisible. Et donc si je prends un personnage lambda, voilà, et je te laisse décider si c'est un homme ou une femme, eh bien, comment est-ce que je peux savoir que cette personne est autiste? Comment est-ce que je peux savoir que cette personne est sourde? Parce qu'il y a plein de sourds qui ne sont pas appareillés. Comment est-ce que je peux savoir que cette personne a un trouble de l'attention, de l'hyperactivité? Comment est-ce que je peux savoir que cette personne est neuroatypique parce qu'elle est hypersensible ou qu'elle a des troubles 10? Eh bien, dans tous les cas, eh bien, ce n'est pas porté par la représentation corporelle. Ça, sans doute, une erreur qu'on fait énormément. Ce serait de... alors l'erreur n'est pas de chercher à représenter quelque chose, hein, mais plutôt de se dire que tout va passer par le personnage. Parce que c'est un peu le Graal. On parle de personnes, ce sont bien des personnes qui sont handicapées, ce sont bien des personnes qui sont neuroatypiques. Et peut-être que on ne porte pas suffisamment attention à un élément moi, que je trouve fondamental, c'est l'écrit. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin de chercher midi à 14h, juste l'écrire, ça peut être suffisant. Alors tu pourrais me dire, oui, mais avoir attendu une demi-heure pour entendre dire qu'il faut écrire ça, je trouve que c'est un petit peu léger. Tout à fait, et je pense que à ta place, je me dirais la même chose. Voilà, mais en même temps, c'est vrai, ce que je te dis. Donc, après, si t'en veux plus, pour intervenir pas mal dans ces environnements-là, je pense notamment à une soirée organisée par des orthophonistes sur les troubles autistiques chez les jeunes enfants. Je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait aucun besoin de représenter ces handicaps ou ces neuroatypies, mais plutôt de parler de ce qui se passe autour. Donc je me demande dans quelle mesure, finalement, travailler autour du handicap et des neuroatypies, ce serait peut-être pas plus facile qu'il n'y paraît, à partir du moment où on se concentre non pas sur l'objet désigné, mais plutôt sur les idées qu'il y a en dehors et les idées qui circulent. Et à ce moment-là, eh bien, on représente tout simplement des personnages et des situations. Lors de cette soirée, j'ai été confronté à un autre besoin de représentation de diversité, ce sont diversité d'âge. Alors, voilà, on a passé les sujets lourds, hein, normalement, là, ça va être les diversités légères maintenant, ça va être c'est celle qui pose... parce que là, pour le coup, jamais quelqu'un est venu me voir en me disant « Oui, je comprends pas, il n'y a pas de bébé sur tes planches. » Non, sur les bébés, pour l'instant, tout le monde s'en fout, hein, pour faire simple. Sauf les gens qui parlent des bébés. Là, faut vraiment parler des bébés. Alors les bébés, c'est chouette, parce que les bébés, ils ont vraiment une posture. Ouais, ça c'est cool, ils sont adorables, ils sont tout mignons, ils ont un cheveu sur la tête, et en fait, ils rigolent de tout. Donc même si tu leur mets qu'un cheveu sur la tête, alors qu'en fait, ils en ont 15 ou 1000, et ben en fait, ça les fera rigoler quand même. C'est la même chose qu'avec les adultes. Les adultes, ils rigoleront pas tout le temps. Mais après, les enfants, ça grandit. Voilà. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux. Et ce qui est génial avec les enfants, c'est que, en fait, ils ont des propriétés physiques. Ils ont des grosses têtes par rapport à leur corps. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont la grosse tête. Hein, c'est juste que leur tête, le corps ne s'est pas encore étiré. Donc, ils ont des tout petits bras. Voilà. Ils sont tout mignons. Et puis, on est parents, hein, donc on s'autorise à les coiffer. D'une certaine manière, alors qu'on le ferait pas en tant qu'adulte. Ça, il y a beaucoup d'adultes qui font ça. Hein, je vois que ça fait sourire les mamans et les papas. Je les vois, je vous vois. Hein, on l'a tous fait. Alors, ne faites pas... Hein, est-ce que tu assumerais la coupe que tu as donnée à tes enfants? Je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr.
Après, chez les hommes, on a plus de problèmes, parce qu'on perd nos cheveux, donc on s'en fout. Euh, Après, on arrive... Alors, c'est une période que je connais pas, mais on commence à m'en parler. Alors, je sais pas encore. Voilà, l'adolescence. J'irai plutôt chercher un côté je m'en fous. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça ressemblera à ça. Avec des couples plutôt actuels, j'irai chercher les couples des jeunes. Et puis on ira chercher évidemment bon, les adultes. Bah, les adultes finalement ils sont pas très éloignés des adolescents, sauf qu'ils vont peut-être s'habiller peut-être un petit peu plus normalement, c'est-à-dire on va peut-être s'autoriser moins de fantaisie, là où à un certain âge, bah, peut-être que oui, on va le faire. Et puis on arrive chez nos anciens. Alors là, attention, j'ai pas encore eu le cas, mais je m'y prépare. Je pense qu'un jour, je vais me faire attraper. Je pense que... Parce que... ouais. Alors, évidemment, on est un peu plus voûté, apparemment, quand on est vieux. Mais nos anciens, ils ont quand même la gouache et la patate. Et donc, je trouve que c'est assez difficile, finalement, de représenter... Ça, c'est plutôt mon grand-père, en fait. Parce que ça date d'une certaine génération. Je sais pas si la petite touffe de cheveux sur les côtés elle est encore d'actualité. Ce qui est sûr, c'est que les rides, ça, il n'y a pas de souci. Ça, il y en aura plein, ça c'est garanti. Chez tout le monde, hein. Les hommes, les femmes, quel que soit ton genre d'ailleurs. Hein. Ce sera cadeau, tu auras droit. Et ça, il n'y aura pas de débat là-dessus. Pour le reste, je sais pas si ce genre de posture peut être acceptable, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui est vachement pratique. C'est que si tu te poses la question de quelles sont les différences physiques, eh bien, il y a vraiment, et je suis content de le placer, demande à ChatGPT. Voilà. ChatGPT, vraiment, c'est ton ami. Tu lui dis, voilà, j'ai besoin de voir quelle est la différence entre physique pour des tels types de populations. Il va t'en sortir plein des exemples. Donc, je crois que là... et puis, alors vraiment, c'est une mine d'or. Alors, il te dit quoi dessiner, il te dit pas comment le dessiner. On est encore préservé de ça. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, on n'a pas de problème avec ça. Je vois le temps qui file, alors je vais... Voilà. Donc la diversité de genre, diversité d'ethnie, diversité de handicap, et les neurotypies, l'âge, mais ne nous arrêtons pas là. Et en préparant cette session, je me suis rendu compte de quelque chose. La diversité aussi des corps, la diversité des physiques. Un sujet que je ne vois nulle part, puisque quand je regarde mes personnages, et quand je regarde les personnages de mes confrères et de mes consoeurs, et de la plupart des gens, quand on les dessine, ils sont pas très éloignés de ça. Vous prenez même les personnages de référence de Bicablo. Voilà. Qui est assez troublant, en fait, parce que quand on va... donc, en gros, on est sur des personnages qui sont plutôt fins. Hein. Donc plutôt normés. Alors que si on s'intéresse à cette question-là, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de Santé publique France. Et là, je suis tombé de ma chaise, en fait. Parce que, donc sur je pourrais vous fouiller le lien aussi, pour être sûr de citer mes sources. Ça se passera là. Vous avez un article tout simple, hein, voilà, qui date de 2019, alors ça a sans doute changé, hein, c'était il y a 5 ans maintenant, mais voilà. La prévalence du surpoids et de l'obésité et des facteurs de risque cardio-métabolique dans la cohorte Constance. Voilà, vous serez interrogé dessus à la fin de cette conférence. Plus sérieusement, ce qu'on y découvre, eh bien, c'est que 41% des hommes sont en surpoids. Et chez les femmes, ça monte à seulement... Enfin, ça monte à 25%. La population obèse, c'est à peu près entre 15 et 16% à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ce qui signifie, et c'est la conclusion de l'article, c'est pas la mienne, hein, je lis, l'excès de poids concerne près de la moitié de la population en France. Si nous sommes donc des praticiens et des praticiennes qui avons comme terrain de jeu le monde qui nous entoure,
bien, et qu'on cherche à être fidèle à ce qui s'y passe, en théorie, on devrait retrouver sur nos planches une personne sur deux en surpoids. Moi, je l'avais pas vu arriver celle-là, et je vous avoue que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à une telle proportion. Donc, est-ce qu'on s'autorise ces corps-là sur nos planches? En ce qui me concerne, je pense que ma réponse jusqu'à présent était non, et qu'après cette séquence, elle sera, bah, il est peut-être temps. DEI, on veut parler d'inclusion, d'équité, on doit considérer la diversité, ça passe aussi par les corps. La diversité passera aussi par la condition sociale. Condition sociale, un sujet très compliqué, j'ai trouvé, à explorer, parce que ça prend plusieurs facettes. Là encore, ma tentation, ça a été de dire d'aller me jeter sur des personnages. C'est quoi la condition sociale, vu des personnages très compliqués? Est-ce que du coup je tombe dans le... Voilà, le bobo, le riche, le pauvre, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ce sont plutôt, encore une fois, ces signaux sociaux? Et parmi ces signaux sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup plus de richesse. On peut travailler notamment sur l'habitat. Là, c'est cool, parce qu'on peut enfin replacer la petite maison qu'on sait faire depuis qu'on a 6 ans. Hein? Objectif de vie pour les uns, ou pas forcément pour les autres. Et donc, on va avoir des conditions d'habitat qui vont être différentes, personne à l'autre. Ça nous donne des indications sociales. On pourrait évidemment travailler sur l'apparence. Certains vêtements vont véhiculer des conditions sociales. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Voilà. Quand on utilise la cravate, on véhicule une condition sociale, on véhicule un code. Si j'utilise, si je fais porter des bijoux, ça peut être super pratique. Et puis je peux même travailler sur des bijoux peut-être un petit peu différents. Je vais évidemment amplifier un message. Je peux travailler aussi sur des objets. Les objets qui, s'ils sont présents, vont cibler des populations ou non. Si tu sais pas ce que c'est que ce picto, eh ben, c'est que t'as pas de Switch à la maison. Alors, est-ce qu'il faut avoir une Switch? J'en sais rien. Mais du coup, on peut, voilà, ça va indiquer des choses. On pourrait travailler ça aussi à travers les activités, la condition sociale, les activités et les interactions. Vous montrez un personnage qui serait, je sais pas, en train de faire du jet ski. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas la même chose que si tu montres quelqu'un qui est sur un échafaudage et qui est en train de travailler à lisser un mur. Ou encore une fois, quelqu'un qui serait en train de faire l'entretien de nos rues. Et enfin, on va pouvoir avoir des expressions par le langage corporel. C'est pas la partie sur laquelle je suis le plus à l'aise, je vais être honnête, mais je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a peut-être des personnages qu'on va pouvoir, en fonction de comment on va les placer, vont nous donner aussi un indice sur leur vie et comment ils voient la vie. Pas la même chose de montrer quelqu'un qui se détend sur un banc. Et à l'inverse, citer que des personnages qui sont dans le métro, enfermés le matin. Voilà. Si t'as jamais pris le métro, franchement, je t'envie. Voilà. Et sache qu'à Paris, c'est comme ça. Ça décrit ta condition sociale. Donc c'est un terme quand même qui est suffisamment large, suffisamment flou, pour se poser la question de savoir comment est-ce que finalement il y a une réponse à ça. Je crois pas. Je crois qu'il y en a plusieurs. Savoir que ça existe. Alors évidemment, tous ces messages seront peut-être plus faciles à digérer lorsqu'on sera sur de la rédaction de synthèse, à froid, sur de la modélisation, plus que quand on sera en scribing. J'ai pas la prétention, en vous parlant de tout ça, de dire demain dans mes scribings, je vais tout intégrer. Je
je vais y travailler. On peut pas parler de diversité si on parle pas de l'orientation sexuelle. Et sans vous mentir, hein, jusqu'à 14 h aujourd'hui, j'étais content de moi. J'étais content de moi parce que je me suis cassé les dents sur cette question. Et je me suis dit, ok, bah, c'est un bon moment, je trouve, pour faire un petit tuto palette de couleurs. Et puis de réviser la couleur de l'arc-en-ciel, quoi. Donc, bah, quand on parle d'orientation sexuelle, on parle des populations LGBT. Alors, après, il faut choisir ses acronymes. Ça peut être LGBT+, LGBTQIA+, LGBTQQIAAP. Et ce que j'ai trouvé sur pas mal de sites, c'est qu'on pouvait résumer, on pouvait utiliser le terme de LGBT+, c'était suffisamment acceptable. Et donc je me dis, bah voilà, très bien, on va faire l'arc-en-ciel, qui est un peu le symbole et l'étendard. Donc l'arc-en-ciel, si vous l'aviez plus, le rouge, le orange, le jaune. Voilà, essayez de répondre en même temps. Ah, le vert, le bleu, l'indigo, que j'ai perdu, qui va revenir dans quelques instants, voilà, qui part ici. Et enfin, le violet. Voilà. Ah, jusqu'à ce que je tombe sur un autre PDF pour compléter la recherche qui nous explique que eh bien, cette représentation de l'arc-en-ciel pourra être considérée comme stéréotypée et donc qui nous invite à aller chercher une autre représentation visuelle. C'est compliqué, je trouve, parce que du coup, ça nous ramène sur les questions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire par quoi ça peut passer. Est-ce que c'est que sur les personnages, là encore prenez une femme lesbienne, un homme gay, peut tomber sur les stéréotypes et les caricatures. Je pense que c'est le risque, alors que tout ça, finalement, ce qu'on voit au cœur, c'est la question des identités. Et lors d'un Picto Challenge, on a adressé cette question-là, et on va peut-être pouvoir faire un pas de côté, et cette fois-ci se dire que, eh bien, nous sommes en identité multiple, et que tout ça est une agrégation. Et là, bah là on dégaine son puzzle, parce que finalement ça s'y prête plutôt bien, et ça nous permet de contourner le sujet. Alors, en vous le disant, je réalise que ça peut être encore à ce stade la même stratégie de neutralisation que utiliser d'autres couleurs pour représenter la diversité ethnique. Et je dirais qu'à ce stade, c'est déjà un premier pas. Et ça permet à chacun de se faire son chemin sur un sujet qui est, quand on fait pas partie de ces communautés-là, je dois dire qu'il n'est pas forcément évident à saisir dans sa subtilité, dans ses détails, dans ses facettes multiples. Et donc qui demande du temps aussi à comprendre. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, il y a un sujet que je comprends pareil, qui peut être délicat à traiter. Alors, celui-là, j'y suis assez peu confronté, néanmoins, il fait partie des diversités. C'est la partie religieuse. Alors, là, c'est facile. Là, on va chercher les symboles. Là, c'est bien, hein, on va trouver... donc sur les symboles, bah, évidemment, quand on est en France, voilà, héritage catholique, on pensera à l'étoile de David. On pourra aller chercher d'autres représentations, parce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, la troisième religion qui nous vient, c'est l'islam, avec le croissant et l'étoile. Mais il y a aussi la route dharma pour les bouddhistes. C'est un symbole qui va ressembler à ça, qui est, faut le dire, pas forcément évident à placer en pictogramme, parce qu'il est un petit peu complexe. Et puis, pour les hindouistes, on va avoir le Om. On va retrouver... alors, si vous savez écrire comme ça, je ne sais pas le faire. Donc, je me pardonnerai si je l'ai mal interprété. Ça peut être des symboles qui, sur les religions majeures. Attention, on pourrait se dire, attends, il n'y a pas que des religieux, il y a aussi des gens athées. Tout à fait. Et donc, quel est le symbole d'un athée? Vous pourrez trouver un A qui ressemble un peu au A des Avengers.
Attention, si vous le trouvez celui-là et que vous creusez d'où vient l'origine, j'étais tout content d'aller trouver aussi, ah chouette, il y a quelque chose. Et quand on va sur Wikipédia, athée, mouvement violemment contre les religions. Donc là je dis, bah non, finalement c'est pas tout à fait ça que je cherche. Alors après, si vous avez le goût, vous pouvez travailler ça sur... donc là c'était sur la partie symbole. Si vous avez le goût, vous pouvez travailler les tenues. Voilà. Donc bah, faut regarder, hein, faut se renseigner. Là, on peut avoir beaucoup de robes. D'ailleurs, sur beaucoup de religions, on peut avoir des... Alors là, je trouve que c'est particulièrement important, surtout quand on a quelles que soient nos valeurs, mais dans d'autres cultures, le voile fait partie des représentations. C'est une erreur, par exemple, en tant que... par exemple, si je suis contre le voile, eh bien de l'omettre parce que je suis contre. Ben non, parce que dans certaines cultures, ça en fait partie. Et donc je peux pas forcément impliquer mes valeurs, appliquer mes valeurs là où elles ne s'expriment pas et elles ne sont pas respectées en fait. Voilà, on pourrait travailler sur les barbes chez les messieurs, on pourrait travailler sur le poing, sur le front. On a aussi tout un travail sur les turbans. Ça marche plutôt pas mal, il y a beaucoup de choses. On pourrait, en fonction des représentations, travailler sur l'adoration, donc voilà, se prosterner, pourquoi pas, voilà, si ça fait partie des possibilités. Attention, si vous n'êtes pas familier de la religion musulmane, on ne représente pas le prophète Mahomet, c'est plutôt mal vu. Je pense que dans les disciplines qui nous concernent, à manier, voilà. On a tous ce souvenir de Où est Charlie, pas de Où est Charlie, pardon. Charlie Hebdo, excusez-moi, c'est la fin de journée. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup de points. Et, ben, ce qu'on vous propose, on les a résumés dans une checklist. Une checklist pour une pensée visuelle inclusive. C'est un ensemble de questions. Je pense que l'enjeu, c'est de se mettre en marche sur ces questions-là, si c'est pas déjà le cas. D'élargir son spectre de questions. Ces questions que vous retrouverez à travers cette checklist que vous pourrez télécharger sur SuperTilt, qui adresse bien tout ce qu'on a vu, et on élargit aussi sur d'autres, sur les textes et les pictogrammes. On aurait, ça vous pourrez le retrouver, c'est en téléchargement, sera un téléchargement gratuit sur le site. Ça c'était pour la partie diversité, et ça peut nous amener enfin sur d'autres sujets, par exemple le sujet de l'équité. C'est-à-dire comment, maintenant qu'on a accès à cette diversité, comment je peux rendre accessibles mes planches. Évidemment, je suis en train de dépasser le temps, donc je vais pas le faire. T'inquiète pas, Nico. Mais il y a tout un univers à explorer, et je veux juste vous en citer deux. Ce qu'on appelle le facile à lire et à comprendre, et s'intéresser aux daltoniens, qui je pense sont les deux thématiques qui sont les plus abordables. Le facile à lire et à comprendre, c'est comment écrire pour des populations en situation de handicap. Et pour ça, eh bien, voilà, il y a des gens extrêmement compétents là-dessus, donc je vais pas me permettre de prendre leur place, mais on écrit des textes courts, on utilise des mots simples, et on utilise les formes actives. Je crois que déjà, quand on revisite son langage et ses écrits à travers ce prisme-là, ça contribue à rendre nos planches plus accessibles. C'est pas plus mal. Par exemple, pour en avoir discuté, on fera attention aussi à l'usage des flèches, qui sont des symboles beaucoup trop abstraits et qui ne sont pas compris par énormément de populations. Pour les daltoniens, on va jouer sur les contrastes. Et je vais essayer de ne pas me planter sur cette planche. Dans les recherches, il y a des choses, voilà, des choses simples à savoir. On va éviter la proximité des daltoniens. Il y en a plein, hein. Il y en a beaucoup. Il y a plein de sites d'ailleurs qui nous permettent, quand on est voyant, de se représenter ce que voit un daltonien. On évitera ces associations-là, par exemple le rouge et le vert. Par exemple, le vert et le brun.
On va éviter de les mettre à côté. C'est peut-être pas assez brun ça d'ailleurs. On évitera également les associations entre le bleu et le violet. Ou également la proximité entre le bleu et le vert. Alors évidemment c'est pas grand chose, évidemment c'est pas complet, évidemment ce sera jamais suffisant, néanmoins il me semble que ça peut être des règles simples à appliquer dans nos plans, dans les palettes de couleurs que nous choisissons, de ne pas partir sur ces palettes là. Moi, je sais que j'avais un faible, rouge-vert j'aime bien, hein. Et ben non. Après, bon, bleu et vert, de toute façon, par définition, comme ce sont des couleurs froides, évidemment, personne ne les utilise comme ça. Parce que c'est beaucoup trop froid. Ou si tu les utilisais, eh ben, t'arrêtes de les utiliser, parce que c'est une palette froide. Et qu'il faut du chaud. Je crois à la difficulté de l'exercice. Je crois que le chemin est long. Je crois que, malgré toutes les questions que ça pose, toutes les réponses ne sont pas encore là, et qu'il y a un premier travail à entamer, et ça commence par soi. Et je me suis posé la question en préparant cette session de me dire, bah tiens, comment on peut faire avec nos biais? Enfin, en tout cas, vous savez, on surfe sur la thématique du biais, les fameux biais cognitifs. Où on pourrait dire, bah, finalement, c'est ce qui nous forge. Voilà, je ne sais pas si ce sont des biais, mais en tout cas, on pourrait travailler. En tout cas, c'est un exercice que je vous invite à faire. Pour commencer à élargir votre spectre, c'est un petit peu comme si vous étiez debout là sur un espèce de mer, de surface lisse d'eau, miroir, voilà. Et de se poser des questions à travers tout ça. De qui je suis? Voilà. Moi, si j'essaie de répondre à ces questions, je suis hétérosexuel. Voilà. Ça, c'est comme ça. J'ai 43 ans. Voilà. J'ai un IMC de 24,5. C'est bien la première fois que je parle de mon IMC à autant de monde, d'un coup. Je suis plutôt en bonne santé. Voilà, je suis athée. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Régime, je suis plutôt flexitarien, voilà, plutôt niveau régime alimentaire. Je vais essayer de me poser comme ça tout un tas de questions qui font ce en quoi je pense. Je suis plutôt en tendance écolo, je me qualifie pas d'écolo, je suis plutôt une tendance écolo. Et bord politique, je suis plutôt OSF, pour on s'en fout, voilà. Mais ça ne regarde que moi. Et évidemment, je vais regarder le monde. Ah oui, et puis, ah bah si, évidemment, je suis blanc. Hein, c'est ça, ça va être difficile de le cacher. Donc évidemment, je vais regarder le monde à travers ce prisme-là, puisque ce monde, c'est le mien. Et évidemment, regarder le monde autrement, c'est compliqué. Mais, peut-être que si j'inverse ce monde, c'est-à-dire que si je me pose la question de ce serait quoi l'inverse de ça? Eh bien, je vais peut-être commencer à découvrir des petites pépites auxquelles j'aurais pas pensé. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant, j'étais tout seul, et ce que je remarque, c'est que chaque fois qu'il y a eu des crispations, j'étais vraiment seul. Et en fait, et le dénominateur commun à chaque fois où ça s'est bien passé, eh ben, il y avait toujours quelqu'un pour m'expliquer comment voir le monde dans la situation dans laquelle j'étais. Donc je pense que s'il y a bien un conseil à garder, c'est que ces questions-là, c'est de ne pas les aborder seul, d'être accompagné soit par son client, de lui demander son avis, de lui demander comment lui ou elle ferait. Et de toute façon, on va dire, si au pire du pire, on n'y arrive pas, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que, là où je suis encore un petit peu perdu, c'est de me demander finalement, est-ce que, à travers tout ça, on cherche à représenter ce qui est, ou ce qui devrait être? Je trouve que ça, c'est une question qui est très difficile. Est-ce qu'on doit représenter le monde tel qu'il est, avec ces diversités non ou mal représentées, ou ce qui devrait être? Et du coup, ça pose la question de qui suis-je
pour dire ce qui devrait être et le partager à d'autres gens. Alors, est-ce que ça manque de diversité? Sans doute. Donc, il y a des coups, il y a des choses à faire. Et peut-être que si on est encore attrapé demain, si quelqu'un m'interpelle sur ces questions-là, parce que je fais encore une erreur, sans doute que cette personne-là aura vu un stéréotype, là où moi, j'aurais voulu faire une représentation. Mais peut-être que tout simplement, il faudra lui dire que, sans doute jusqu'à la fin de la vie, en tout cas, je ne vois pas comment je vais terminer ça, bien sûr, ces questions de diversité, je, je reste et je resterai pour un moment en cours d'apprentissage. Et je vous remercie. Profitez, débloquez le micro, faites ouh en plus des applaudissements. Bravo. Bravo, Bravo. bravo. Merci, Bravo. bravo. Merci. Merci, C'était Romain. passionnant. Ouais, Captivant. trop belle conf. Bravo, franchement. Tu peux continuer 1 heure encore, hein, moi ça me Ça t'a dépassé l'heure, mais c'est pas grave. Ouais, super. Merci. Top. Des heures de réflexion derrière après. Merci, Romain. On peut échanger hein, s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Pendant que je finis ma barre de téléchargement. Il y a plusieurs choses qui ressortent sur le chat. Il y a déjà un lien qui vous amène vers les différents drapeaux LGBT, plus, IA, perdu, mais en gros, il y a tout ce qu'il faut dessus. Qu'est-ce qu'on voit encore? Ça ressemble plutôt de l'autisme. Tac, tac, tac. Des grands bravo. Je vous ai mis un lien pardon. Je vous ai mis un lien vers un outil qui s'appelle la roue des privilèges. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur la fin parce que Romain proposait de s'interroger sur qui il était et donc qui on est. Et cet outil, il a été développé pour essayer de se rendre compte où est-ce qu'on se situe sur plein de questions qui peuvent amener des discriminations, puisque en miroir de chaque privilège, il y a une discrimination. Et du coup, pour se poser ces questions-là, c'est un outil qui est une bonne base voilà, que vous pouvez aller découvrir et qui est assez visuel en plus. Je vous ai remis du coup le lien dont tu parles. Et si ça vous intéresse, la fresque de la diversité est un excellent atelier de sensibilisation à ce sujet. Enfin, je veux dire, voilà, ça pose et ça crée des échanges et des débats et une prise de conscience sur le démarrage. Pourquoi? Donc, fresque de la diversité, pour ceux qui connaissent. Pardon, du coup, j'ai coupé le micro à tout le monde. Termine ta phrase, il faut que tu réactives ton micro. Oui, pardon, je disais juste que fresque de la diversité et de l'inclusion. Top, on a le lien aussi qui vient d'être posé dans le chat. Super. Je sais pas vous, mais moi, je ressors encore une fois grandi et en gros questionnement par rapport à tout ce que je peux faire du coup en termes de personnage. Donc, merci beaucoup Romain pour faire que je vais peut-être pas beaucoup dormir du coup cette nuit. À mon avis, ça va. Que dire? Oui, n'oubliez pas. Alors, je vous recolle. Je vous l'ai mis un petit peu plus haut, mais n'oubliez pas que sur le mural, vous pouvez aller déposer les notes que vous avez prises pendant cette séance. La pépite, là où les pépites, vous avez plein de post-it qui sont à disposition, soit ça vous donne envie de faire également. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller partager sur LinkedIn parce que vous aurez peut-être commencé à mettre en place vos réalisations, etc., à taguer Romain pour le tenir informé aussi de l'impact finalement de cet atelier, cette conférence qu'on a ce soir. Et n'hésitez pas non plus à le contacter, que ce soit sur LinkedIn ou même directement sur Supertip. Et j'en reviens pas, tu m'as mis sur le cul, Romain. Comment j'ai fait mes personnages maintenant? C'est vrai? Mais oui! C'est quoi le... Qu'est-ce qui gratte là? Qu'est-ce qui... Moi, la question que je me pose du coup sur les prestations, c'est de questionner en fait auprès des clients
les caractéristiques du public qui va participer pour être plus à l'écoute, peut-être en amont, en fait, dans ma préparation. Par exemple, tu vois, si je fais des supports qui sont préparés à l'avance, c'est quoi le public qui va participer? Bah, il y aura des RH, il y aura des managers, des machins. OK. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment sont ces gens, en fait? Pour que je puisse les inclure, en fait, dans mes panneaux. Racontez-moi comment sont ces personnes-là? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce que je dois savoir sur ces personnes? Et c'est une question que j'ai laissée de côté depuis longtemps, en fait, que j'ai jamais posée. Voilà. Donc, On est nombreux il y a Sarah qui va rebondir. à jamais la poser, hein. Mmh. Sarah? Ouais, t'as Holger Niels Paul, c'est un Allemand, c'est un facilitateur graphique allemand. Ouais. Et j'adore quand il représente la diversité, il va représenter, tu devrais aller voir ce qu'il fait, il va représenter, tu vois, une masse avec plusieurs personnes, avec des cheveux comme ci, des têtes comme ça, etc. Et je trouve qu'il gère assez bien. Il y a déjà des propositions intéressantes sur ça, en fait, sur la diversité, par les cheveux, par les personnages et tout. Il y a des trucs sympas qui donnent des idées, même sur l'âge, même sur... ouais. Il avait fait un bouquin avec Creating Clarity, je crois, Holger. Ouais, exactement, exactement. Il a un style de personnage avec des têtes rectangulaires de base et des grandes mains. Ouais, mais si tu vois, sur certains trucs, il va vraiment varier les chevelures, les formes, les trucs, et du Ouais, coup, ouais, ouais, ça peut donner des idées aussi pour se faire une première galerie de personnages aussi dans ce questionnement, quoi. Ouais. complètement. En tout cas, ça va nous faire bien réfléchir tout ça. Ah, il y a Julie qui veut partager quelque chose. Ouais, merci Romain, en tout cas pour ça. Moi qui vis à La Réunion, en fait, je baigne dans tout ça. Vraiment, enfin, c'est ce que je suis venue chercher ici et on est au cœur, des différentes communautés qui vivent vraiment, ensemble, tout le temps et même moi là, je viendrai en rajouter, un de tes bits, c'est la langue. En fait, le créole ici, il y a vraiment parfois, des débats entre la langue française et la langue créole et c'est souvent des questions que je me pose sur mes planches. Quel niveau de Mmh. créolité je peux mettre, versus, bah, le français et ça fait souvent partie, moi, de mes questionnements, en plus de, tout cet aspect que tu as rajouté. Donc ça complexifie encore tout ça. En tout cas, encore merci. On peut encore t'applaudir, franchement, bravo pour nous avoir ouvert les Bravo, chakras. ouais. C'est vraiment très inspirant. Très, très inspirant. Bah, voilà. Je suis très heureux de l'accueil que vous réservez à ça. Je savais pas trop, voilà, je savais pas trop comment ça allait être reçu, parce que c'est la première fois que je développe ce sujet-là, sur cette profondeur-là. Moi aussi, ça m'a permis de grandir, parce que je m'étais jamais posé autant de questions. C'est aussi ça, l'intérêt de faire des conférences, ça nous oblige à élever le niveau. Et donc, bah, voilà, grâce à Capi, grâce à Emmanuel, et puis grâce à cet événement, ben, moi aussi, les questions que vous posez ce soir, ben, je me les suis juste posées avec 3-4 jours d'avance. Mais bon, on est à peu près au même niveau en tout cas. Mais au moins, tu t'es posé les questions et maintenant, nous, on se les pose. Donc C'est cadeau! Merci. Top. Encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas vraiment de partager vos insights. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont posé la question sur les îles. Il y en a peut-être qui rejoignent l'aventure, qui sont en cours. Vous avez effectivement l'archipel de la fabrication visuelle. Vous pouvez venir vous positionner en mettant une petite photo avec votre profil LinkedIn, par exemple, de vous positionner sur différentes îles pour qu'on puisse vous retrouver. Pour faire de nouveaux amis, vous avez tout un tuto qui vous explique comment Je suis faire encore sur la dedans, gauche Manu. ici. Et vous avez bien évidemment tous les insights, tous les souvenirs des différentes conférences qu'il y a eu depuis déjà une semaine. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à voir si vous avez déposé ce que vous aviez à déposer, mais regardez aussi les réalisations des autres, donc n'hésitez pas. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Dernier jour, demain. Mais c'est pas encore fini, il y a encore demain. Donc on profite, on s'énergise, on se propose, on brainstorm pendant toute la nuit. Si vous dormez pas, vous pouvez savoir que peut-être parce que Romain vous a fait tuer l'esprit, moi je pense peut-être à cette nuit.
Et voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Bon appétit. Et à demain. Bonne nuit à tous. À demain. Et bonne nuit à ceux qui seront à la réunion. C'est à bien tard. Merci Romain.